Je me présente, moi c'est Rebecca et ceci est ma première vidéo. L'idée de cette vidéo et des prochaines vidéos de la chaîne m'est venue de la youtubeuse Sydney Black. C'est une youtubeuse américaine qui a commencé sur sa chaîne une série de vidéos intitulée Makeup and History, donc maquillage et histoire, où elle se maquille et elle relate des faits historiques. J'ai beaucoup aimé le concept et je me suis dit pourquoi pas le reprendre. L'histoire qui nous réunit aujourd'hui est l'histoire de Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Gertruda Zelle. Née en 1876 aux Pays-Bas, elle est d'origine néerlandaise. Son père est Adam Zelle et sa mère est Ange van der Meulen. Elle est née d'une fratrie de 4 enfants, dont elle et ses 3 autres frères. À l'origine, la famille de Mata Hari est une famille plutôt aisée. Son père avait des moyens, mais à 13 ans, son père fait faillite. À 14 ans, ses parents divorcent. Et quand elle a 15 ans, sa mère meurt. Donc on peut dire que elle est passée d'une enfance un peu de rêve, parce qu'elle était très gâtée par ses parents, à quelque chose de plutôt tragique en fait. Margaretha avait une personnalité assez fascinante depuis le plus jeune âge. Arrivée à l'adolescence, son physique dénote des autres néerlandaises en fait. Dès son plus jeune âge, elle sait comment attirer le regard des hommes, elle sait comment manipuler les hommes, surtout son père dont elle soutire toutes sortes de faveurs en fait. À ses 16 ans, elle était surveillante dans une école, et dans cette école-là, il y a eu un énorme scandale. Elle a été accusée d'essayer de séduire le directeur de cette école, qui était un homme âgé de 51 ans. Sachant qu'elle avait 16 ans à l'époque et lui 51, elle était mariée, père de famille, et elle, c'était une adolescente en fait. On s'est rendu compte plus tard que le coupable, donc le monsieur, le directeur, avait essayé de se faire passer pour la victime alors que, je suis désolée, mais il en avait pas l'air. Et je pense que selon les mœurs de l'époque où voilà, la parole des hommes était oui et amen, on n'a pas dû l'entendre en fait. Elle était assez mal vue de son entourage, etc. Ça n'a pas amélioré les choses en fait. Donc à ce moment-là, son père l'envoie vivre avec son parrain pour, je pense, un peu calmer le scandale. Donc la ville où vivait son parrain était une ville où vivaient énormément d'officiers. Les officiers qui étaient envoyés dans les colonies néerlandaises, notamment l'actuelle Indonésie. Et à 18 ans, Mata Hari, en quête d'une vie piquante, une vie trépidante et pleine d'aventures, répond à une annonce d'un officier qui cherchait une jeune fille au tempérament agréable. Donc elle décide de répondre à l'officier MacLeod, Rudolph MacLeod, qui avait 2 fois son âge. Enfin, on sait qu'à l'époque les mœurs n'étaient pas les mêmes, du coup l'écart d'âge entre un mari et sa femme n'était pas si important que ça. Aujourd'hui je pense que ça ne serait pas le cas, aujourd'hui ça choquerait beaucoup plus en fait, ça choque beaucoup plus de voir 2 personnes qui ont un écart d'âge genre de 10-20 ans ensemble. Surtout qu'à cette époque-là, Mata Hari, c'était une enfant, enfin elle avait 18 ans quoi. Après je me dis quand même que les 18 ans du 20e siècle et les 18 ans du 21e siècle ne sont pas du tout comparables aussi, donc anyway. Elle répond à l'annonce de cet officier. Ils se fiancent 6 jours après avoir fait connaissance et se marient en juillet 1895. Mata Hari pensait tirer de ce mariage quelque chose de grandiose en fait. Dans sa tête, les officiers, les militaires en général, surtout ceux qui travaillaient dans les colonies, étaient des hommes aisés, qui avaient du pouvoir, qui avaient des moyens, qui avaient des grandes demeures, des domestiques. Elle s'imaginait déjà vivre la vie de reine, clairement. C'est aussi pour ça qu'elle a répondu à cette annonce, bien évidemment. Mais le problème, c'est que la réalité était tout autre. À la suite de leur mariage, l'officier MacLeod est affecté en Indonésie et ils y vont. Et c'est là que Mata Hari se rend compte que son mari n'est pas du tout celui qu'elle pensait en fait. Il n'est pas fortuné, mais il est fauché, il est accro au jeu, il est infidèle, il est jaloux, il est violent. Et en plus de ça, il lui refile la syphilis. Elle a gagné le jackpot, hein. Vraiment, elle a eu la totale, pauvre chérie. Au final, le nouveau départ qu'elle pensait prendre n'était pas aussi féerique que ce qu'elle espérait. Ils ont quand même eu 2 enfants entre temps, une fille et un garçon, mais leur fils est mort à l'âge de 2 ans. Leur fille a survécu à son grand frère. Leur fils, selon des rumeurs, aurait été empoisonné. Son séjour en Indonésie n'est pas qu'une grande déception. C'est là-bas qu'elle apprendra les danses javanaises qu'elle mettra à profit plus tard. Comme depuis le début, en fait, son couple battait de l'aile, clairement. Le couple avait beaucoup de problèmes conjugaux. Quand il regagne les Pays-Bas en 1902, le couple divorce. Le mari, Rudolph MacLeod, obtient la garde exclusive de leur fille. C'est après son divorce de l'officier Rudolph MacLeod que Mata Hari décide de se rendre à Paris. Elle était encore une fois en quête d'aventure, en quête de quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Elle n'a pas réussi à l'avoir en Indonésie, donc elle allait chercher à Paris. À cette époque-là, Paris, c'était la ville où tout le monde devait
c'était the place, quoi. Et à ce moment-là, ce qui était à la mode à Paris, c'était les Folies Bergères, le Moulin Rouge. Vivre une vie scandaleuse n'était pas du tout quelque chose qu'on cachait, au contraire, c'est quelque chose qu'on exposait au grand jour, dont on était fiers. Les icônes de la danse cancan de l'époque étaient Louise Weber, Jane Avril et Jeanne de Pougy. Donc Mata Hari arrive en voulant faire la même chose en fait, en voulant faire ce qui était à la mode, danser dans les cabarets, etc. Le problème est qu'à Paris, on rentre pas comme ça. Pour côtoyer ce genre de grande place, il fallait faire partie de la haute en fait. Fallait avoir des contacts, sauf que Mata Hari débarque, elle ne connaît personne, personne ne la connaît. Elle ne devient pas tout de suite la danseuse prestigieuse où tout le monde s'arrache en fait. Elle essaie de travailler en tant que modèle, mais le problème c'est qu'elle n'a pas forcément les qu'il faut, elle a pas un physique de rêve. Elle ne correspondait pas aux critères français, très parisiens. À ce moment-là, en fait, elle se rend compte qu'elle ne deviendra pas, comme ça, du jour au lendemain, l'icône de Paris. Donc, elle décide d'adopter une nouvelle stratégie. Elle se rend compte que, à cette époque-là, tout ce qui était oriental attirait énormément les Parisiens. Donc, elle se dit, ok, moi, j'étais en Indonésie, j'ai appris les danses javanaises, je vais me faire passer pour une Indonésienne. Je vais me faire passer pour une fille exotique qui est différente. Il y aura que moi qui pourra faire ce que je vais faire. C'est sûr qu'elle allait cartonner. À l'époque, ce qu'elle fait, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'entrait pas dans les milieux hype. Comme ça, il fallait avoir des contacts. Et donc à l'époque, elle se fait passer pour la veuve d'un officier mort. Elle se fait appeler Marguerite MacLeod, donc elle garde le nom de son ex-mari. C'est comme ça qu'elle a réussi à avoir ses entrées dans les milieux UP. En février 1905, Mata Hari fait sa première apparition dans un salon parisien. Sa stratégie est simple. Elle y va à moitié nue. Elle se fait passer, comme je vous l'ai dit, pour une orientale. Elle prétend faire une danse pour adorer un dieu hindou. Et ça marche en fait. Ça fonctionne. Son exotisme a plu au public, aux hommes surtout. Le fait que ça soit une avant-gardiste en fait de ce genre de danse qu'on n'avait jamais vu autre part. Le truc c'est que tous les journalistes se l'arrachent, les journaux font des unes avec elle. Et c'est là qu'elle prend le nom de Mata Hari, justement. Elle abandonne le nom de Margarita et elle se fait appeler Mata Hari. Quand on l'interviewe pour lui demander ses origines, elle se fait passer pour l'enfant d'une ancienne tentatrice décédée en couche qui a été élevée dans le temps, danseuse orientale, enfin... Elle invente plein d'histoires en fait, tout ça pour dire qu'elle ne vient pas de l'Europe, qu'elle est exotique et que du coup en fait elle est unique. Bien sûr tout ceci n'était qu'un gros mensonge. Donc elle devient célèbre en tant que danseuse érotique, tous les salons s'arrachent, tous les cabarets qui au début la rejetaient la veulent maintenant en tête d'affiche, tout le monde la veut, il n'y en a que pour elle. Donc elle a réussi à cette époque-là à faire ce pourquoi elle était venue à Paris. Et à partir du moment où ça devient une icône de danse à Paris, tous les hommes se l'arrachent, tous les hommes puissants, les hommes riches, les hommes politiques, tout le monde la veut en fait. Ça devient la maîtresse de tous les hommes importants en fait. Des célèbres compositeurs, aux barons, aux hommes politiques, aux ministres. Et vraiment l'effet Mata Hari, c'était quelque chose en fait. Tous les hommes la voulaient. C'était devenu un objet de convoitise incroyable. Les hommes lui achetaient des maisons, des châteaux avec les serviteurs qui vont avec. Les hommes se ruinaient pour elle. C'est incroyable l'effet qu'elle avait sur les hommes. Mata Hari ne reste pas qu'en France, elle va se produire autre part, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Russie et en Espagne. Elle vivait enfin la vie trépidante et pleine d'aventures qu'elle a toujours rêvé d'avoir en fait, depuis son plus jeune âge. Qu'elle n'avait pas réussi à avoir en se mariant avec l'officier MacLeod, mais qu'elle avait maintenant, elle, en tant que femme indépendante et maîtresse de son destin. En 1914, Mata Hari signe avec Métropole à Berlin un contrat de 6 mois pour lequel elle devait être payée. Aujourd'hui, ça équivaut à 700 000 $ pour 6 mois. Mais le problème, c'est qu'en juillet, l'Autriche envahit la Serbie et c'est le début de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18. Et c'est là que va commencer la chute lente et tragique de Mata Hari. Les Allemands confisquent tous les biens de Mata Hari, tous ses bijoux, tous ses manteaux de fourrure, tous ses biens précieux en fait, parce que il la considérait comme parisienne, même si elle était très intégrée en Allemagne, elle la considérait comme parisienne. Mais plus tard en fait, elle la considérait peut-être comme un atout en fait, en se disant que comme c'était une parisienne, elle pourrait peut-être travailler pour eux. Donc Karl Grömer, un consulaire allemand, lui propose de l'argent pour espionner au compte de l'Allemagne. Mata Hari au début en fait elle ne se rend pas compte de l'ampleur de ce Karl Grömer lui demande. Elle accepte l'argent parce qu'elle s'est dit que c'était légitime en fait qu'il lui rembourse de l'argent en échange de tout ce qu'ils lui ont pris. Elle ne comptait pas espionner pour le compte de l'Allemagne, pas du tout à ce moment-là. Mais à ce moment-là,
Elle avait déjà été repérée par les Anglais qui alertent les Français pour leur dire de faire attention à Matahari, de se méfier parce qu'elle travaillait pour le compte des Allemands. Donc Matahari rentre enfin à Paris et à son retour, elle tombe amoureuse d'un officier, Vladimir de Maslov, qui avait 21 ans à l'époque. L'époque était de 15 ans son aîné. Le capitaine Georges Ladoux, qui travaillait à l'époque pour le deuxième bureau, qui était une agence de renseignement française, un peu comme la CIA en fait, décide d'engager Matahari. Il décide de pas tout de suite de l'incriminer pour le fait que ça soit une espionne allemande, mais il décide de la transformer en double agent. Donc qu'elle reste espionne allemande aux yeux des Allemands, mais que du coup en fait elle espionne les Allemands pour le compte de la France. Ce qui est sur le papier une très bonne idée se transformera peu à peu en cauchemar. Ladoux paye Matahari pour espionner. Il lui donne juste une recommandation de ne pas coucher avec des officiers français. Elle ne porte pas forcément Matahari dans son cœur, ce n'est pas quelque chose qu'il fait par plaisir, mais plus parce qu'il y est obligé. C'est un atout majeur, Matahari, parce que personne ne pensera tel qu'elle serait espionne. Matahari accepte et devient donc une double espionne pour le compte de la France, pour le compte de Ladoux, pour le deuxième bureau. Ladoux ordonne à Matahari d'aller en Hollande. Mais sur le trajet pour la Hollande, les Britanniques arrêtent son bateau et l'embarquent pour l'interroger en fait, parce que je vous rappelle que ce sont les Britanniques qui avaient informé les Français que Matahari était une espionne des Allemands. Donc ils l'arrêtent, ils la questionnent. Et Matahari avoue enfin que oui, elle est espionne, mais pas pour les Allemands, elle est espionne pour le compte des Français. Les Allemands lui disent mais bien sûr, très logique tout ça. Est-ce que personne n'était au courant que Matahari avait commencé à espionner pour le compte des Français? Ça a créé un grand quiproquo. Mais du coup, les Anglais n'avaient pas de preuves pour incriminer Matahari. Ils ont été obligés de la relâcher, mais au lieu de la laisser repartir en Hollande, ils l'ont mis dans un bateau pour l'Espagne. À ce moment-là, Matahari n'avait plus le droit d'entrer sur le territoire allemand, elle n'avait pas de nouvelles de Ladoux, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle a décidé de ne pas rester sans rien faire justement. Elle décide donc de se rapprocher de l'ambassadeur allemand en Espagne, Arnold Bale, avec qui elle compte soutirer des informations pour le compte des Français. Donc elle comptait toujours mener à bien sa mission. Ça lui a été aller donc à la France au final. Son contact français était aussi son amant, Joseph d'Anville, un militaire français, à qui elle révélait toutes les informations qu'elle pouvait soutirer de Bale, entre autres les codes secrets allemands. Il faut savoir qu'à cette époque de la guerre, et peut-être même aujourd'hui, toutes les transmissions radio étaient codées. Donc pour comprendre les informations que se passaient les pays, enfin les personnes d'un même pays à la radio, il fallait avoir le code pour pouvoir décoder les informations clés. Sauf que chaque pays avait un code différent. Mais à partir du moment où le code d'un pays était trouvé, on pouvait comprendre toutes les informations que les personnes de ces pays-là s'envoyaient, et la tactique, la stratégie du pays était foutue en fait. Mais Bale n'était pas bête. Il était peut-être sous le charme de Matahari, mais ça n'empêche pas moins que c'était un homme d'une position assez importante. Donc il s'était rendu compte que Matahari espionnait les Allemands pour le compte des Français. Il décide donc de la payer pour qu'elle espionne les Français pour le compte des Allemands. Donc Matahari disait tout ce qu'elle savait à D'Anville sur les Allemands et elle disait tout ce qu'elle savait à Bale sur les Français. Un double agent vraiment très performant. Les Français avaient craqué le code des Allemands grâce à Matahari, mais le problème c'est que les Allemands savaient du coup, grâce aussi à Matahari, que les Français avaient leur code. Donc ils ont continué exprès d'utiliser ce code pour transmettre des fausses informations jusqu'au jour où les antennes parisiennes captent qu'un paiement devait être fait à une espionne, Matahari, de la part de Bale. Je vous l'ai dit, le jeu double agent est très dangereux. Donc bien évidemment, Matahari n'a pas été mise au courant tout de suite. On avait intercepté ce message, que les Français avaient compris qu'elle espionnait pour le compte des Allemands. Ils l'ont laissée rentrer à Paris. Quand elle est rentrée à Paris, tout le monde l'évitait. Les officiers avec qui elle avait pu travailler l'évitaient. L'amoureux Vladimir de Maslov avait été interdit de la fréquenter. Et je sais pas si elle se doutait au moment où c'est arrivé. Le 13 février de la même année, elle a été arrêtée pour espionnage. Pierre Bouchardon, juge d'instruction du 3e tribunal militaire, est chargé d'interroger Matahari. Pierre Bouchardon détestait les femmes comme Matahari. Dans son journal, il évoque un sentiment de haine profonde pour les croqueuses d'hommes comme Matahari. Ça s'annonce bien, évidemment. Pierre Bouchardon ordonne de mettre Matahari à l'isolement à la prison de Saint-Lazare, la pire prison de Paris. Saint-Lazare était infesté de rats, de puces, il manquait d'eau, de savon.
la nourriture était infecte. Matahari a supplié Bouchardon de la libérer parce qu'il disait qu'elle préférait se suicider que rester là. L'avocat de Matahari était Édouard Clunet, un de ses anciens amants, qui voulait bien l'aider mais qui n'était pas du tout expérimenté dans un tribunal militaire en fait. Donc il n'a pas su constituer sa défense. Il n'a pas su bien constituer sa défense en fait. Le cas de Matahari était un cas assez simple, juridiquement parlant, parce qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre elle. Bien qu'on ait entendu un enregistrement, etc., il n'y avait pas de vraie preuve qu'elle ait été vraiment espionne pour le compte de l'Allemagne. Donc, on peut dire que c'était une affaire qui était facilement défendable en fait. Mais Édouard Clunet constitue mal la défense, il appelle des témoins là-bas qui étaient des anciens amants de Matahari, qui au lieu de l'aider, de dire qu'elle est innocente, etc., disent qu'elle était belle, charmante. C'est qui n'aime en rien son cas en fait. Donc on ne sait pas s'il était juste incompétent en tant qu'avocat ou complètement aveuglé par l'amour. Peut-être les deux, mais il n'a rien fait concrètement pour l'aider. Le procès débute le 24 juillet, sachant qu'elle a été arrêtée le 13 février. Le tribunal n'était constitué que d'hommes. On accuse Matahari d'avoir causé la mort de 50 000 soldats français à cause des renseignements qu'elle aurait divulgués aux Allemands, mais encore une fois, ils n'ont pas de preuves tangibles. Ils ne s'appuient que sur des rumeurs, sur des oui-dire. Donc c'était une affaire facilement démontable. C'était des arguments facilement démontables. Toutes les accusations portées contre Matahari étaient vagues et sans fondement. En réalité, on lui faisait un procès pour être une femme frivole. On lui faisait un procès pour le mode de vie qu'elle vivait et pas vraiment pour les crimes qu'elle avait commis. Le procureur reconnaîtra plus tard qu'avec des preuves aussi faibles, il n'y avait même pas lieu d'y avoir un procès en fait. Mais là c'était déjà trop tard car Matahari avait été déclarée coupable de tous les crimes dont on l'accusait et elle avait été condamnée à mort par fusillade. Les tentatives de transformer la peine de mort en peine de prison a été rejetées, ainsi que la grâce qu'elle a demandée au président de l'époque, Raymond Poincaré, a été ignorée. Donc elle était fatalement destinée à la mort. L'exécution se déroule à l'aube le 15 octobre à Vincennes. Le gouvernement exerce une censure sur plusieurs journaux pour éviter qu'il publie l'exécution de Matahari. À son exécution se trouvait Clunet, son avocat, des bonnes sœurs, le médecin de la prison. La dernière apparition de Matahari fut brillante. Ce qui fit dire au sergent qui commandait le peloton d'exécution: « Mon Dieu, cette femme-là sait mourir ». C'est la fin de l'histoire. Et c'est une histoire plutôt tragique, vraiment dramatique, digne d'un film, digne d'un plus grand film hollywoodien. Mais malheureusement, ceci était une histoire réelle. Matahari a réellement existé. Ce qui est extrêmement choquant dans cette histoire, c'est que Matahari s'est fait juger sur le simple fait qu'elle menait une vie qui ne plaisait pas aux autres, en fait. C'était un coup monté pour l'assassiner. On peut le dire qu'elle a été assassinée. Elle a été jugée par des hommes qui étaient contre son mode de vie et qui l'ont jugée à cause de ça. D'accord, elle n'avait pas un mode de vie conventionnel, son mode de vie n'était pas commun et son mode de vie n'était peut-être pas exemplaire. Mais est-ce qu'elle méritait de mourir pour cela? Je ne pense pas. Et ça me révolte en fait qu'une telle injustice ait eu lieu. Son assassinat a été orchestré en fait parce qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre elle et elle n'avait pas la défense nécessaire. Et en fait, même si elle avait la défense nécessaire, je pense qu'elle n'aurait rien pu faire. Elle est dans un tribunal militaire en fait, contre une armée d'hommes. Laissez vos avis en commentaire. J'aimerais vous lire et échanger avec vous sur cette histoire. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle histoire. Je vois que tu ne t'es pas abonné à la chaîne YouTube, que tu n'as pas liké la vidéo et que tu n'as pas activé les notifications. Donc, qu'est-ce que tu attends? Moi, je vais t'attendre. Voilà, c'était pas si compliqué que ça.